Les entreprises américaines ainsi que les principaux groupes de pression comme la Chambre de commerce internationale, CCI, ou la Chambre de commerce américaine, AmCham, ont installé des bureaux à Bruxelles et ont fait pression au niveau des institutions communautaires en faveur de l'intégration européenne. Par ailleurs, des multinationales européennes commencent également à installer des bureaux à Bruxelles. Mais alors que se développent ces relations privilégiées, l'UNIS ne suit pas l'évolution, restant assez hostile à toute idée d'abandon de souveraineté nationale. Elle ne joue pas le rôle nécessaire ou souhaité. Ghislaine Amar fait le même constat que d'Avignon, UNIS est incapable d'œuvrer en faveur de la relance du marché intérieur. On peut donc parler de rupture avec l'UNIS pour désigner ce que d'Avignon appelait un nouveau type de dialogue. Par ailleurs, Ghislaine Amar incarne une nouvelle génération de patrons, des jeunes loups ou des jeunes turcs du patronat en rupture avec les vieux barons et leur organisation, l'UNIS, essentiellement contrôlée par des banquiers. Pour Ghislaine Amar et ses amis patrons de multinationales, l'UNIS n'est pas assez radicale. La structure, du fait même qu'elle est représentative de tout le patronat à l'échelle européenne, a beaucoup trop d'inertie. Elle n'est pas assez favorable à l'intégration européenne, trop favorable en revanche aux PME, aux services publics, bref elle ne représente pas assez les intérêts des multinationales. La position des organisations patronales évoluera au cours des années 80, rejoignant celle de l'E.R.T. On peut voir dans cette évolution un renforcement du pouvoir des multinationales au sein de l'ensemble du patronat. En ce qui concerne les syndicats patronaux, on a compris que la structure représentative n'était pas le cadre adéquat pour Ghislaine Amar. Il fallait donc créer une nouvelle structure qui ne soit pas une organisation patronale mais un groupe de pression constitué de chefs d'entreprise. La fin des années 70 et le début des années 80 marquent très clairement un renforcement des liens entre la Commission et les multinationales européennes. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la convergence entre le projet de d'Avignon et celui de Ghislaine Amar. Si le premier cherche à faire des multinationales et donc de leurs dirigeants des interlocuteurs privilégiés et est favorable à la création d'une structure telle que IE.R.T, le second lance le mouvement en se servant de son expérience américaine et en mettant en action ses réseaux. Il va plus loin, il propose un projet. Son idée est de relancer l'industrie à l'échelle européenne grâce à un plan Marshall pour l'industrie européenne, dont l'objectif serait de financer à l'échelle communautaire un projet de développement des infrastructures pour donner une réalité au marché intérieur. À partir de 1982, des rencontres discrètes ont lieu. Elles déboucheront sur un agenda qui comprend 6 domaines principaux, le marché intérieur, les infrastructures, les nouvelles technologies, l'emploi, l'environnement et la finance. La première rencontre officielle s'est tenue à Paris les 6 et 7 avril 1983 dans les locaux de Volvo, en présence d'Ortoli et de d'Avignon. Lors de cette première réunion, les membres de l'E.R.T sont au nombre de 17. C'est à l'occasion de la seconde réunion en juin à Amsterdam qu'est rédigé le premier document de la table ronde, source mémorandum au commissaire européen d'Avignon avant le sommet européen du 17 juin à Stuttgart. Le projet de l'E.R.T y sera très brièvement exposé, mais en même temps très précisément, dans ce document qui permet à Étienne d'Avignon de placer la toute jeune table ronde en position d'interlocuteur des institutions européennes. Ce document se présente comme une contribution d'industriels partageant une même idée du futur de l'industrie européenne. C'est un véritable manifeste où les industriels revendiquent un rôle déterminant dans les décisions économiques. Mais c'est avec l'arrivée de Jacques Delors à la présidence de la Commission, en janvier 1985, que la construction européenne va connaître un nouvel élan et aussi que les propositions de l'E.R.T en faveur d'un marché unique commencent à se concrétiser. Le 14 janvier, le nouveau président de la Commission prononce un discours à Strasbourg devant le Parlement européen, où il propose non seulement la réalisation d'un marché unique, mais également un agenda concret pour y parvenir, avec une date butoir, en l'occurrence le 31 décembre 1992, date à laquelle toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe devront avoir disparu. 3 jours auparavant, le patron de Philips, Wyss Dekker, membre fondateur de l'E.R.T, avait lui aussi prononcé un discours, cette fois devant le Centre européen d'études politiques, à Bruxelles. Il y présentait un projet appelé Europe 90, un agenda pour l'action, où il proposait la mise en place d'un marché unique avec comme date butoir 1990. Ce projet n'est pas un rapport de l'E.R.T, mais une initiative du patron de Philips, élaborée avec ses collaborateurs,
qui se situe cependant parfaitement dans la stratégie de la table ronde. Decker, en répondant à une question sur l'influence qu'a exercé son projet Europe 90, explique que le point R.T a fourni bien plus que l'objectif, un marché unique, elle a fourni la stratégie, un agenda concret, mais également le contenu à partir duquel la Commission n'a plus eu qu'à élaborer le détail des réformes. Au moins les choses sont claires, ce sont bien et les idées de le point R.T et sa stratégie d'agenda qui sont à l'origine du livre blanc de Cockfield. C'est ce texte du commissaire à l'industrie qui servira de base au texte de l'Acte unique européen de 1986 et qui lance l'achèvement du marché intérieur dont la signature du traité de Maastricht est l'apogée. Ce sont ces différentes étapes qui caractérisent la construction européenne depuis 1985. Évidemment, ce n'est pas le point R.T qui a fait l'acte unique, mais le projet de Decker a convaincu la Commission et celle-ci a pris le relais. Jacques Delors a la paternité politique du marché intérieur, que Decker en tant qu'industriel ne peut pas avoir. Mais si Jacques Delors et la Commission ont la paternité politique, la paternité historique revient à le point R.T et au texte de Decker. Tout au long du discours de Jacques Delors devant le Parlement européen, les solutions économiques se confondent avec la construction européenne. Jacques Delors donne une dimension politique au projet de marché unique, qui se justifie pour lui, ainsi que pour les industriels, comme un moyen de sortir de la crise économique, de relancer l'économie et d'affirmer la puissance de l'Europe. En revanche, ce qui est spécifique à la démarche de J. Delors, dans la tradition des pères fondateurs, c'est d'utiliser l'intégration économique comme un moyen de renforcer l'intégration politique. C'est-à-dire que la suppression des frontières qu'implique le marché intérieur permet de renforcer l'intégration politique entre les États membres. Mais le marché unique ne se résume pas à la suppression des frontières, il implique une véritable réorganisation des économies au sein de la communauté européenne. Et c'est là que se situe toute l'ambiguïté, qui est due à la nature de l'intégration économique proposée par les multinationales et au modèle idéologique dans lequel elle s'inscrit. Puisque les industriels font des propositions économiques, ils ne font pas de politique, comme ils le répètent continuellement. Par exemple, c'est un environnement favorable et non pas une politique économique qu'ils réclament, et que doit permettre une intégration économique. Cette différence est très importante. Car en fait on retrouve là les fondements même de la pensée libérale. Ce qui permet de dire que le projet de marché unique de le point R.T est en fait un projet politique et que le point R.T est un acteur politique. Et c'est sur la base de ce projet politique qu'a été élaborée la construction européenne. Et ainsi la boucle se referme. La construction politique européenne est indissociable du modèle néolibéral, et la construction européenne participe au renforcement de ce modèle comme modèle unique. La construction européenne et le choix libéral se confondent, et pour longtemps. Liste des membres de l'ERT 2003. Niels S. Andersen, Carlsberg, Alvaro Barreto, Soporcel, Jean-Louis Beffa, Saint-Gobain, Wolf Bernotta, E. O. Peter Brabeck-Letmat, Nestlé, Martin Brogton, BAT, Anthony Burgman, Unilever. Bertrand Collomb, Lafarge. Alfonso Cortina, Repsol. Dimitris Daskalopoulos, Delta Holding. Thierry Desmarest, Total. Jean-René Fourtou, Vivendi. Juka Hermele, Stora Enso Oy. Zolter Nedi, Moll-Ingarian Oil and Gas Company, France Humé, F. Hoffmann La Roche. Daniel Jensen, Solvay. Leif Johansson, Volvo. Jacques Camille, Profilo Holding. Gérard Klesterlé, Royal Philips Electronics. Thomas Lezen, Umicore. Gérard Mestralet, Suez. Jorma Olila, Nokia. Heinrich V. Pirer, Siemens. Bernd Pischetsrieder, Volkswagen. Pasquale Pistorio, Estumcro Electronics. Asso Plattner, SAP. Evin Reten, Norsk Hydro. Kai Ulrich, Deutsche Telekom. John Rose, Rolls-Royce. Wolfgang J., Ruttenstorfer OMV. Manfred Schneider, Bayer. Louis Schweitzer, Renault. Michael Smurfy, Jefferson Smurfy, Peter Sutherland, BP. Marco Tronchetti Provra, Pirelli, Marcus Wallenberg, Investor AB. Paul Walsh, Diageo. Philippe Watts, Royal Dutch Shell. Hans Wiger, AkzoNobel.
Jürgen Weber, Deutsche Lufthansa.